Je pense qu'on a amené avec Greg un nouveau prisme dans l'histoire, c'est-à-dire pas un prisme de victime, de dominant, dominé, etc., de peuple soumis aux autres. On est arrivé avec des personnages noirs, un peu comme Pan African Story, mais dans le passé. On est arrivé avec des grands personnages noirs et on les a mis en lumière et on a montré leur parcours. Et leurs parcours, ils sont incroyables. Ils sont vraiment rocambolesques. Je m'appelle Naïl Verndoy, je suis franco-sénégalais, je suis historien, professeur d'histoire-géographie dans un lycée en banlieue parisienne et aussi auteur. J'écris des livres, notamment le dernier, Noir, entre peinture et histoire, qui fait le lien entre l'histoire et l'histoire de l'art et la représentation des Noirs par les peintres européens de la Renaissance jusqu'au XXe siècle. Pourquoi je suis devenu enseignant, je sais pas, c'est un peu le hasard. J'étais au lycée, ça se passait pas très bien pour être honnête, j'avais fait 3 lycées différents, donc ça se passait plus très bien et j'avais arrêté l'école. J'ai repassé le bac à 20 ans en candidat libre avec le CNED. C'était un peu dur, mais bon, à l'époque je travaillais, j'étais téléopérateur chez SFR, gardien d'immeuble aussi. Et quand j'ai repassé mon bac, en fait, on recevait plein de trucs du CNED. Et en fait, plein de livres, mais des gros livres et tout. Et en fait, ce que j'aimais bien, c'était ceux d'histoire. J'aimais bien les lire, je trouvais ça intéressant. J'étais bon en maths aussi, j'étais assez bon en maths, mais vraiment l'histoire, je trouvais ça super intéressant. Et donc, quand j'ai dû m'inscrire finalement à la fac, je me suis inscrit en histoire. C'est ce qu'on apprend en histoire, c'est à toujours remettre tout en cause. Ça veut dire jamais on croit quelque chose. On remet toujours en cause qui que ce soit, on essaie toujours de croiser les sources, et ça c'est une gymnastique après quand tu l'apprends, je trouve que elle te sert toute ta vie, et c'est vrai qu'entre historiens, quand on se croise, on se reconnaît limite parce que on a un peu cette vision de la vie, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a quelque chose, on a plusieurs sources d'informations, et on les croise tout de suite, et on recherche toujours la source. C'est vraiment, c'est un travail de base à faire, mais une fois que tu as le mécanisme en tête, tu le fais à chaque fois, et ça te permet de pas sauter, surtout aujourd'hui dans les fake news notamment, ça te permet de pas te sauter les deux pieds et de te faire avoir. Ils avaient peur, ils savent pas ce que c'est, puis il est assez, je vais faire de la autre promotion, mais il est assez novateur le livre. C'est-à-dire qu'il rentre dans un axe où personne n'avait été, il arrive sur une histoire aussi afro-péenne, que peu ont exploré, en plus au niveau scientifique on va dire, parce que c'est pas non plus un livre... C'est pas un essai où je dis l'afro-péanisme pourrait être ça, où j'invente des concepts. Non, j'amène de l'histoire. Et ça avait pas été fait en fait. Donc, je pense que les éditeurs aussi, c'est des chefs d'entreprise. Donc eux, ce qui les intéresse, c'est de faire de l'argent. Donc à un moment, il fallait voir est-ce que c'est possible de le faire. Et eux, ils se disaient oui, je peux le faire, mais je le vendrai pas. Donc si je le vends pas, il y a pas d'intérêt. Alors que finalement, bon, il a été assez bien vendu, donc il est rentré dans ses frais, mon éditeur, mais c'est le seul à vouloir avoir pris le risque. Ce que ça signifie écrire une partie d'une histoire qui, en France en tout cas, et même en Europe, a été très peu exploitée. En tout cas, à travers le prisme, je pense qu'on a amené avec Greg un nouveau prisme dans l'histoire, c'est-à-dire pas un prisme de victime, de dominant, dominé, etc., de peuple soumis aux autres. On est arrivé avec des personnages noirs, un peu comme Pan African Story, mais dans le passé. On est arrivé avec des grands personnages noirs et on les a mis en lumière et on a montré leur parcours. Et leurs parcours, ils sont incroyables. Ils sont vraiment rocambolesques. Et on a des personnages qui ont des histoires rocambolesques, avec des pérégrinations, du XVIIe siècle, avec des parcours migratoires, des gens qui venaient en Europe, qui repartaient en Afrique, des échanges, etc. Alors que c'est vrai que dans notre vision des choses, on pense que c'est quelque chose qui est très récent, qui date de la deuxième partie du XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, alors que c'est des choses qui ont toujours existé. Et des grands personnages dans l'histoire de l'Europe, il y en a eu plein, des grands personnages noirs. Donc c'est ça que ça signifie, c'est vraiment mettre en lumière tout un pan de l'histoire qui était un peu occulté.
Alors bon, souvent j'entends on nous cache la vérité, etc. Moi j'aime pas dire ça parce que je dis c'est à nous de travailler. On travaille, on montre ce qu'il y a à montrer, on ressort les archives, on va travailler sur les sources. Ah, c'était long parce qu'en fait, déjà il a fallu rechercher les peintures avec des noirs à l'intérieur. Il y en a plein, mais personne ne les avait condensées. Il y a des travaux aux États-Unis, à Harvard, mais c'est 15 volumes, et ça ne traite pas que la peinture, et puis c'est assez ancien, ça date de 1980, donc bon, il y a eu beaucoup de choses depuis. Donc il a fallu aller les chercher partout, et puis nous on voulait que des peintres européens, alors qu'ils ont fait dans le monde entier. Donc on a, j'ai ouvert tous les livres d'art qu'il y avait à la bibliothèque de Nanterre, et dès qu'il y a un personnage noir, boum, je l'ai noté, et à la fin on en a recensé presque 10 000. Et quand on les a recensés, après on se dit, maintenant on va faire comme un Pan-African Stories. On va écrire leur histoire. Et donc là, c'était encore plus compliqué parce que personne l'avait fait comme on voulait le faire. C'est-à-dire que si tu veux un personnage dans une peinture, ils en parlaient pas. Surtout si le deuxième plan. Donc là, il a fallu rechercher, écrire au musée, écrire parfois au propriétaire de la toile, pour récupérer la photo en HD, mais aussi pour récupérer des informations. Marie Sicole, cette femme jamaïcaine qui était dans la Jamaïque et qui est venue en Angleterre et qui a absolument voulu aller combattre dans la guerre de Crimée, donc sud de l'Ukraine, fin du 19e siècle, pour l'Angleterre. Et puis les Anglais disent non, on te laisse pas aller sur le champ de bataille. Elle décide d'y aller toute seule. Elle y va et là-bas elle ouvre un petit hôtel, donc elle fait un peu de l'argent. Et puis en même temps elle commence à soigner les malades avec des plantes médicinales qu'elle avait appris dans les West Indies. Et puis finalement, tout le monde la connaît, en fait, tous les soldats commencent à la connaître, ils l'appellent la mère Marie Sicole, et puis elle devient célèbre, elle a même la Légion d'honneur française, elle rentre, elle a la Croix de guerre en Angleterre. C'est des personnages comme ça que j'avais jamais entendu parler. Et il y en a plein, là je te dis une femme, mais il y a je sais pas combien d'hommes aussi, enfin il y a pratiquement toutes les 2 pages, il y a une histoire incroyable en fait. Et toutes ces histoires-là, je sais pas, je me dis c'est des petites choses auxquelles la future génération ou même les gens qui vont pouvoir le lire vont pouvoir s'identifier et se dire ouais, elle a fait ça il y a 200 ans, ouais, il a fait ça il y a 300 ans, etc., etc. Donc pour moi l'identification à l'histoire c'est important, et pas que forcément les noirs, hein. Je pense que tout le monde peut s'identifier à ces histoires. Je veux dire, nous quand on était petits, il n'y avait pas forcément de grands personnages historiques noirs connus, mais on s'identifiait à d'autres personnages. Donc si on voulait jouer dans la cour aux 3 mousquetaires, on jouait aux 3 mousquetaires. Donc c'est pas impossible. Et là je le vois avec des petits qui portent des maillots de Mbappé ou de Pogba, et ils peuvent être blancs, asiatiques, noirs, il y a pas de problème pour ça. Là-dessus, ce que je viens de te dire, j'avais fait un mémoire là-dessus, et alors c'était sur le programme du collège à l'époque, et en fait j'avais pris des élèves moi j'étais au lycée, donc j'avais pris mes élèves de seconde, et en début d'année je leur ai fait passer un questionnaire pour savoir plein de choses, comment ils percevaient l'Afrique, ce qu'ils connaissaient, etc. Et bon, je me suis dit, ils vont pas connaître grand-chose, etc. Et finalement, les résultats quand j'ai dépouillé l'enquête, c'était au-delà de mes espérances, c'était catastrophique. Ils connaissaient absolument rien, mais rien du tout. Je crois que sur tous les étudiants que j'avais, tous les lycéens, je crois qu'il y en a 2 qui ont pu me citer des personnages vraiment africains. Ouais, il y a peut-être, je sais pas, faudrait que je regarde, mais il y a quelques-uns qui ont cité Nelson Mandela, mais c'était le seul. Et mais qui venait d'arriver de Guinée aussi, donc c'était assez particulier, qui pouvait me citer Kankan Moussa, des choses comme ça. Mais sinon, absolument rien. Rien. Il me citait Barack Obama, Martin Luther King, Rosa Parks, des choses comme ça. Mais rien du tout sur l'Afrique. Et ce qui m'a étonné, c'est que même l'Afrique du Nord. C'est-à-dire, on peut pas me citer, ils auraient pu me citer un président de l'Algérie, genre ça. Personne m'a rien cité. Et après, j'étais parti voir ce qui était enseigné au collège. Et en fait, c'est vrai, au collège, il y avait quand même des récurrences. C'est-à-dire, il y avait des moments où on parlait d'histoire de l'Afrique. Il y en avait une notamment en 5e, mais qui a été enlevée sous François Hollande. C'était Sarkozy qui l'avait mis d'ailleurs. Et c'était assez intéressant parce que là, on parlait des empires au Moyen-Âge. Alors, c'était en fin de programme de 5e, parce qu'après, j'ai essayé de voir pourquoi il restait rien. Parce que normalement, c'était enseigné, ils avaient dû le voir, mes élèves. Mais en fait, c'était à la fin du programme de 5e, et finalement, peu de profs le faisaient. Et en plus, c'est pas des classes où il y a des examens.
Donc quand il n'y a pas d'examen, les élèves ils apprennent pas très très bien. Puis en fin d'année, bon, on sait très bien que c'est un peu plus léger là, ce qu'on fait. Donc finalement, il n'y avait pas grand-chose. Alors ouais, il y a des récurrences. Il y avait cette histoire en cinquième qui était vraiment très intéressante. Après, il y avait esclavage et colonisation. Esclavage en quatrième, colonisation fin de quatrième et décolonisation en troisième. Donc c'était un peu le seul prisme. Après, moi, ce que je voulais montrer aussi, c'est parce que on va dire que je suis aussi panafricain, c'est-à-dire que je vois l'Afrique dans son ensemble, c'est que finalement, on traitait de l'Afrique à travers d'autres thèmes. Par exemple, à travers l'Égypte en sixième, à travers l'Empire romain, parce que l'Empire romain, il touche l'Afrique, la Cyrène en Égypte, en Libye, en Tunisie, en Algérie, dans le nord. Mais que finalement, quand on le traitait, on n'associait pas Cyrène en Libye ou Alexandrie en Égypte à l'Afrique. On les décorrélait un peu de l'Afrique comme c'était pas sur le continent. Bon, après ça, c'est ma vision un peu panafricaine. Il faudrait justement à chaque fois les élèves leur préciser que oui, la Libye c'est sur le continent africain. Surtout quand ils sont en sixième ou en cinquième et qu'ils n'ont pas une connaissance géographique nécessaire. Donc voilà, donc il y a quelques moments où on parle de l'Afrique. Maintenant, moi, ce qui me fait mal, c'est qu'on n'en parle plus, même si ça a été fait, il faut le souligner, on n'en parle plus sans le lier à des choses assez négatives comme l'esclavage ou la colonisation. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on revienne sur quelque chose qui puisse enseigner l'histoire de l'Afrique à un moment, ou même de l'Asie, hein. Je suis pas non plus que sur l'Afrique, mais à un moment, sans parler forcément de lien avec l'Europe. C'est important aussi d'avoir un autre angle de vue. Qu'est-ce que j'en pense? Oui, non, moi, je suis pour. Après, la question, comment tu l'as formulée, c'est ça qui m'intéresse. C'est, t'as dit, la France parle de. Et moi, je trouve que c'est là le problème. Le problème, c'est que c'est pas à la France de parler, de rendre, c'est à l'Afrique d'imposer, de rendre. Et je pense qu'on est encore, parce que j'avais fait une conférence là-dessus, mais on est encore sur un calendrier franco-français. Et je pense que l'Afrique, elle doit sortir de ce calendrier franco-français et que ça doit être quelque chose qui doit venir de l'Afrique. Alors pour ça, déjà, il faudrait qu'il y ait un peu d'union et d'unité au sein notamment peut-être de l'Afrique de l'Ouest pour commencer, ou de l'Afrique francophone. Mais c'est à l'Afrique d'imposer. Parce que pour moi, là, ce que fait le gouvernement avec cette volonté de restituer, certes, c'est bien, je ne vais pas dire contre, mais c'est aussi du soft power. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que l'Afrique, il y a des choses intéressantes. On parle même pas en termes de population, même s'il y a une jeunesse, mais bon, on n'a pas trop envie de l'avoir en Europe. Mais en termes de minerais, en termes de sol, etc., il y a beaucoup de choses en Afrique. On le sait, tout le monde le sait. Et donc, la France va avoir besoin. La France, c'est un petit pays, finalement, et géographiquement parlant, même si c'est 5e puissance du monde, et ça, on peut que le reconnaître. On va avoir besoin de ces liens avec l'Afrique. Et pour moi, j'ai pas envie que restituer des œuvres soit juste du soft power. C'est tiens, on vous a restitué. Il faut pas que ça soit comme ça. Là, si on veut restituer, c'est parce que c'est une logique. Parce que si tu voles, tu rends. Mais tu rends pas parce que derrière, t'attends quelque chose. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que ça soit un calendrier africain et pas un calendrier européen ou français.